Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à faire le tour de l'actualité de notre région grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission, la transition énergétique, un pas important dans la vie des citoyens. Nous ferons le point à Sarreguemines avec Mosaïque TV. La mairie de Cocheren en Moselle-Est organise des fouilles sur son propre terrain à la recherche de vestiges. Trésors à suivre. Nous ferons un zoom sur le concours du meilleur apprenti de Moselle, en cuisine, mais également en restauration. Nous ouvrirons un dossier santé avec une maison d'accueil en Moselle dédiée aux épileptiques. Et puis nous verrons que vivre une scolarité depuis chez soi pour cause de handicap, c'est possible grâce au SAPAD et à MAE Solidarité. Côté culture, l'exposition Léris & Co au Centre Pompidou de Metz, la première consacrée à l'ethnographe français et collectionneur d'art Michel Léris. Et enfin, nous assisterons à la 76e édition du championnat de France Quad Élite. Mais débutons cette émission avec la fin de la saison de ski. La station de la Bresse-Onec a profité des derniers jours de beau temps pour prolonger la saison d'une semaine pour le plus grand plaisir des skieurs. L'occasion aussi de faire le bilan de l'année 2014-2015 qui est dans l'ensemble plutôt positif. On chausse nos skis pour une dernière descente avec Vosges Télévisions. C'était la dernière à résister. Clap de fin à la station de la Bresse-Onec ce lundi. Vosgiens ou étrangers, les skieurs étaient heureux de profiter de ces prolongations sur un domaine ouvert tout de même à plus de la moitié en ce dernier jour de la saison. L'an dernier, la station avait fermé ses portes une semaine plus tôt. Vous n'aviez pas trouvé d'autres stations ouvertes aujourd'hui? Non, on devait fermer normalement le 4 et puis il y a eu une exception pour le week-end de Pâques, donc on en a profité. Quoi. Il y en a assez là aujourd'hui? Ouais, il y en a assez. Surtout quand on ne sait pas skier. C'est super bien et en plus il fait super beau. Est-ce que la saison a été suffisamment bien enneigée selon vous? Ah ben pour nous oui, nous on est à 36 sorties donc mais on fait pas beaucoup de ski alpin, beaucoup de ski de rando. Du côté de la direction, on tourne la page d'une saison 2014-2015 mouvementée. Il faut composer avec la météo et puis de temps en temps l'absence de neige. Bon, c'est vrai que le début de saison a été un petit peu compliqué avec pas de neige la première semaine de Noël. Et puis après de la pluie sur les 3 premiers week-ends de janvier. Donc on a enfin réussi à avoir de la neige sur les dernières semaines de février. C'était des chutes de neige assez exceptionnelles, ça nous a permis de rattraper notre retard. Et finalement on peut dire que c'est une bonne saison. Avec environ 340 000 forfaits journées skieurs vendus cette saison, la station Bresse-Aude s'en sort plutôt bien, mais ce ne sera pas l'une des meilleures de son histoire. Et lorsqu'une saison s'achève, une autre prend le relais. Le 14 mai prochain, ce sera l'ouverture du bike park et l'arrivée des amateurs de descente à 2 roues. Enfin, ce mercredi, à 19h20, notre émission La Thématique sera largement consacrée au bilan des stations vosgiennes. Et partons maintenant du côté de l'Est mosellan, à Sarreguemines plus précisément. Après les thèmes du tourisme, de l'économie sociale et solidaire ou encore de la filière du bois, c'est au tour de la transition énergétique d'être passé au crible pour imaginer des solutions d'avenir. Ces évolutions sont souvent synonymes d'emploi, mais également source d'économie. Retour sur la Réunion avec conférences et ateliers. Tout cela à l'initiative du GAL, le groupe d'action locale, pour préparer le dépôt du dossier Leader qui devrait permettre de bénéficier de subventions européennes. Explication dans ce reportage avec Mosaïque TV. Le chantier du siècle. Rénover tous les bâtiments, en particulier les habitations privées, pour faire des économies d'énergie, c'est l'idée phare développée au cours de cette réunion de concertation sur le thème de la transition énergétique. Et c'est bien sûr l'un des points que ces participants voudraient voir figurer dans le projet Leader pour obtenir des financements européens. Les demandes sont fortes, les attentes et les espoirs le sont tout autant. Je dirais qu'on est au moins le même succès que le programme actuel, donc qui se termine. C'est-à-dire que nous avons quand même nous avons obtenu et consommé une enveloppe de 1 700 000 €. Donc nous espérons avoir la même enveloppe pour le prochain programme. Et je sais que beaucoup de collectivités ou d'associations attendent le nouveau projet puisqu'ils ont envie de
réaliser des choses dans leur commune ou dans leurs intercommunalités. Pour exemple, le projet Leader qui s'achève avait permis de contribuer à financer les sites internet des offices de tourisme de Sarreguemines-Confluence et du Pays de Bitche, l'arboretum de Roulin, le projet Faune et Flore à Grosse-Bliderstroff ou encore la réfection des calvaires et chapelles dans le pays de l'Albe et des Lacs. L'un des critères de ce programme Leader qui s'achève était l'innovation. Cette fois, l'axe principal est le développement économique. C'est donc la difficulté pour ce nouveau programme, c'est de trouver des projets qui génèrent de l'emploi et des emplois non délocalisables. Les réunions de concertation étant terminées, l'équipe technique du GAL va s'atteler à la rédaction des fiches actions afin de déterminer clairement les projets qui seront présentés dans le dossier final qui est à rendre le 5 juin, date butoir des dépôts de candidatures. Restons en Moselle-Est pour découvrir la ville de Cocherène. Sur le chantier de l'extension de la mairie, des vestiges ont été découverts. Ce n'est pas une grande surprise de trouver ici des richesses archéologiques puisque le territoire regorge d'histoire. La mairie a donc dû procéder à des fouilles préventives, un coût financier supplémentaire pour le bien culturel et historique. Un travail minutieux qui attire les curieux. TV8 a rencontré pour nous les archéologues en charge de ces fouilles. Voici la mairie de Cocherène, un bâtiment ancien dans lequel les employés sont aujourd'hui à l'étroit. La municipalité a prévu d'agrandir le bâtiment. Une extension de 500 mètres carrés est prévue juste à côté. Problème, les forages préventifs ont montré que le site regorgeait de richesses archéologiques. Une découverte qui n'a pas vraiment surpris les autorités locales. On sait que Cocherène est un site historiquement très riche en ce qui concerne la période gallo-romaine. La Provonnée le rappelle, cette colline qui surplombe notre commune. On savait qu'il y avait ici une vie à cette époque-là. Et on savait qu'on allait tomber sur des choses plus ou moins importantes. C'est bien sûr des fameux sondages qui ont été faits suite au dépôt du permis de construire qui ont déterminé qu'il pouvait y avoir des choses intéressantes et c'est dans ce cadre-là que des fouilles conservatoires ont donc été prescrites par arrêté et il faut donc se conformer à la loi. Les fouilles qui doivent durer un peu plus de 6 semaines ont déjà permis de mettre au jour un puits, des traces d'habitation et de pilotis, ainsi qu'une portion de voie romaine. Pour la période romaine, vraiment le vestige marquant, c'est donc cette voie romaine qui est un tronçon de la voie Metz-Mayence. Et donc on a cette voie qui est parfaitement conservée, qui traverse l'emprise de la fouille de part en part, et donc qui est conservée sur 4 états, donc depuis l'époque romaine jusqu'à la période médiévale. Ce matin-là, les archéologues ont reçu la visite des collégiens du RAPEL, un moment de pédagogie pour expliquer aux enfants en quoi consiste le travail d'archéologue. Il a fallu leur expliquer qu'on ne cherchait pas ici de trésors ou d'objets précieux, de simples fragments de céramique guident les archéologues dans leur travail. Ça nous arrive souvent de découvrir des objets métalliques, du style des monnaies, des fibules, des épingles en bronze, vraiment tous les objets de la vie quotidienne en fait à l'époque. Donc tout ça après, donc on les prélève et puis on les envoie dans des laboratoires spécialisés qui s'occupent de restaurer, de stabiliser ces objets pour qu'ils ne se détériorent pas et qu'ils soient ensuite exposés, publiés dans des articles et dans des rapports. Le chantier de fouilles va se terminer au courant du mois d'avril pour laisser la place au chantier de construction. Ces fouilles préventives ont coûté 160 000 €, presque entièrement à la charge de la mairie, pour un chantier d'un coût global de 1,8 million d'euros. Vous le savez, dans cette émission, nous aimons mettre les talents lorrains à l'honneur. Le centre de formation d'apprentis de Sarreguemines accueillait cette semaine le 19e concours du meilleur apprenti de Moselle en collaboration avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Le concours concernait la section cuisine et la section restauration. 16 candidats des CFA de Metz, Sarrebourg, Sarreguemines et Thionville y ont participé. Un reportage signé TV Cristal.
Mercredi s'est tenu au CFA de Sarreguemines le concours du meilleur apprenti de Moselle. Ce concours est organisé par les 4 centres de formation d'apprentis de Moselle en collaboration avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ce concours s'est détaillé en 2 parties, une partie cuisine et une partie restauration, avec chaque fois 2 candidats des 4 CFA de Moselle. C'est le CFA donc, qui est chargé donc, de présenter et c'est au CFA de sélectionner. Alors, soit en faisant un concours interne, pour vraiment avoir une vraie sélection, ou alors de proposer d'éventuels, ça peut être aussi un merci aux très bons élèves, aux très bons apprentis du cours d'année, ou des cours de leurs deux années d'apprentissage. Les candidats pour la partie cuisine se sont affairés tôt le matin où un jury les évaluait sur la partie technique. Les critères les plus importants, c'est l'organisation, les postes de travail, les postes de sécurité, l'hygiène et après les techniques de travail. Ces jeunes apprentis avaient pour tâche de réaliser 2 plats, une recette imposée de poularde et un plat libre à base de moules. À 11h45, les plats ont été servis au 2e jury chargé de la dégustation. Ce jury était composé de 4 professionnels et de 4 invités extérieurs. Pendant ce temps-là, les 8 candidats au concours du meilleur apprenti de Moselle, section restauration, se préparaient à intervenir. Sous l'œil attentif de 4 membres du jury issus du métier, les candidats ont dû effectuer un certain nombre de tâches comme le service, la préparation d'un mojito, ainsi que la découpe d'une quiche et le filetage d'un poisson devant le client. Dextérité, rigueur, contact et hygiène sont des exemples de critères évalués. Mesdames, Messieurs, le 19e concours Charles Herman du meilleur apprenti de Moselle vient d'avoir lieu. Pour la section restauration, Léa Stucky du CFA de Thionville a remporté la première place. Le CFA de Sarreguemines n'est pas en reste. En effet, il s'est distingué côté cuisine. La première place est revenue à Esra Bilène, apprenti à l'auberge Saint-Jean de Spicheren. Vous savez qu'un meilleur apprenti, que ce soit cuisine ou salle, quelque part, il va être un petit peu visé et il aura l'opportunité, si ça l'intéresse, de rentrer certainement dans une maison où c'est lui qui sera demandé et non lui qui sera demandeur. En 2016, la 20e édition du concours du meilleur apprenti de Moselle se déroulera cette fois à Metz. Ouvrons notre dossier santé maintenant. En Lorraine, 20 000 personnes souffrent d'épilepsie. Une maladie caractérisée par des crises imprévisibles. 20 000 familles lorraines touchées par cette maladie envahissante qui peuvent aujourd'hui se tourner vers un établissement unique dans notre région. Une maison d'accueil spécialisée a été inaugurée en novembre dernier à Dommartin-les-Toules, en Meurthe-et-Moselle. Elle propose des chambres à des personnes épileptiques qui ont perdu leur autonomie. Un reportage de Mirabel TV. Seule dans sa chambre, Alicia n'espère qu'une chose: posséder un jour son propre appartement et vivre une vie normale. Car comme plus de 20 000 Lorrains, la jeune fille souffre d'épilepsie. Une maladie neurologique qui se caractérise par la répétition de crises aussi soudaines qu'imprévisibles, qui rend son quotidien difficile et la priver de son autonomie et de son rêve, devenir aide à la personne. Ça fait mal. Parce que ce qu'on aimerait faire comme les autres qui ne sont pas épileptiques ne peuvent pas se réaliser, c'est comme un poignard dans le cœur. Un déchirement qu'elle et 13 autres résidents ont dû accepter car tous souffrent d'une forme d'épilepsie grave qui résiste à tout traitement médicamenteux. L'épilepsie pharmacorésistante. Les médicaments ne peuvent pas les soigner, ça stabilise au mieux et l'opération n'est pas envisageable. Ce qui est bien dommage puisque la chirurgie de l'épilepsie a un taux de réussite important. L'établissement se veut protecteur avec la présence d'une équipe soignante capable de prendre en charge les crises et est équipé de matériaux novateurs rendant toute chute liée à la maladie moins dangereuse. Comme dans cette chambre munie d'un dispositif de vidéosurveillance actif de 22h à 7h du matin. L'ensemble des chambres sont prééquipées avec un système de vidéovigilance, un système qui s'appelle EDAO. Vous avez un exemple ici avec une caméra de vidéovigilance qui est installée dans la chambre du résident. Cette caméra permet de déterminer une zone dans la chambre où le résident peut se tenir couché. En dehors de cette zone, une alerte est lancée et est directement adressée à l'aide-soignante ou à l'infirmière directement sur son portable. Assurer la protection donc, mais aussi construire un projet avec les résidents pour les rendre acteurs de leur propre vie en les ouvrant au monde extérieur. Certains d'entre eux, commencent à s'investir dans les associations
Pas directement, peut-être qu'à terme on y arrivera, mais en tout cas on est vraiment sur ce travail de lien, ouverture, mise en place de projets, porteurs de leurs projets. Notre rôle, nous, est effectivement d'ouvrir ces possibilités, de voir comment les adapter. À terme, pas moins de 48 pensionnaires devraient prendre place en ce lieu, qui devrait offrir à tous ces jeunes adultes une première réponse à leurs besoins d'accueil et d'accompagnement. Et dans quelques instants, je vous emmènerai dans la Meuse, à Saint-Miel, pour le 76e championnat de France Quad Élite. Côté culture, nous profiterons de notre Pompidou lorrain basé à Metz avec l'exposition Léris & Co sur le plus grand ethnographe français. Mais intéressons-nous à l'école par correspondance. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, c'est une nécessité. Maëva, 18 ans, élève en terminale S, ne peut suivre en raison de violents et incessants maux de dos une scolarité comme tout le monde. Du coup, elle prend ses cours à domicile grâce au SAPAD et à MAE Solidarité, gros plan signé Vosges Télévisions. Derrière ces traits juvéniles, une grande souffrance. À 18 ans, Maëva aimerait vivre comme de nombreuses autres jeunes filles de son âge. Et si ce mercredi matin, à Rollainville, lorsque nous la rencontrons dans sa chambre devant l'ordinateur, les apparences peuvent de prime abord être trompeuses, ce ne sont pourtant pas les réseaux sociaux qui captivent son attention. Bonjour monsieur. Maëva est élève en terminale S à Neufchâteau et cette vidéoconférence est pour elle le seul moyen, depuis sa chambre, de suivre à peu près normalement ses cours de philo et de maintenir ainsi un lien social avec ses camarades et professeurs. En cause, son dos et des disques vertébraux en très mauvais état. C'est arrivé petit à petit au début, j'avais mal seulement de temps en temps. En fin de journée, après une bonne journée de collège, j'avais un petit peu mal, mais c'était vraiment léger et voilà, seulement occasionnellement. Et puis ça s'est dégradé petit à petit. Aujourd'hui, j'ai mal tout le temps, 24 heures sur 24. Elle est en permanence sur morphine, c'est jour et nuit qu'elle a ses douleurs, c'est 24 heures sur 24. Ça la réveille ou alors ça l'empêche de dormir, ce qui fait que parfois elle dort que 2 heures par nuit. Donc le lycée, elle ne pouvait plus du tout gérer. Et c'est là qu'intervient le service d'assistance pédagogique à domicile aux enfants et adolescents malades ou accidentés. Le SAPAD, qui a permis, grâce à son partenariat avec l'Éducation nationale, que le bac soit aménagé sur 2 ans. Tout de suite, nous avons mis en place un aménagement pour elle, pour le bac, parce que c'était pas possible qu'elle passe toutes les matières. En plus, elle avait manqué quand même un petit peu dans l'année sur certaines matières, à certains moments, parce qu'elle était en souffrance. Donc, nous avons tout de suite sollicité 2 enseignants bénévoles de l'association retraitée qui avait beaucoup de temps à donner pour préparer les matières qu'elle allait présenter l'année dernière au bac. Et cette année, outre 2 professeurs de son lycée qui l'aident à domicile, a été mis en place ce système de visioconférence, grâce notamment au partenariat financier de l'association liée à l'assurance scolaire, MAE Solidarité. C'est tout naturellement qu'on a contribué à participer à cette action qui nous semblait importante pour que Maëva, et d'autres bien sûr après elle, puissent continuer à avoir du lien social et être encore dans la classe, bien que déscolarisés. Donc ça nous semblait effectivement important. Donc on a mis tout en œuvre pour que ça réussisse, quoi. Le résultat est là, ça marche. Ça s'est bien passé? Ouais, ça a été, ouais. Face à de nombreux avis médicaux et partagés, sinon perplexes, l'amertume d'une jeune fille qui voudrait simplement vivre normalement et envisager l'avenir un peu plus sereinement. Je me suis inscrite dans pas mal d'écoles pour faire un BTS audiovisuel. Malheureusement, maintenant, c'est trop tard puisque mon dernier rendez-vous médical a été encore une fois un échec. Et donc, je sais que maintenant, c'est trop tard pour être soignée à temps pour septembre. Mais bon, j'ose espérer que l'année prochaine, je serai soignée et que je pourrai partir en école l'année d'après. Voilà. Et je continuerai à apprendre toute seule un petit peu ici. Ça ne m'empêche pas d'apprendre dans mon coin. Direction maintenant le centre Pompidou de Metz. Jusqu'au 14 avril, l'établissement accueille les œuvres d'un ethnologue collectionneur d'art, Michel Léris. L'exposition porte le nom Léris & Co. Elle était très attendue par les amateurs d'art. Il faut dire que parmi les 350 chefs-d'œuvre qui y sont présentés figurent de très grands noms de la sculpture ou de la peinture comme Giacometti, Miro, Bacon ou encore Picasso. Coup de projecteur, Ciné Mirabel TV. De Michel Léris, le grand public connaît peu de choses. Son œuvre et sa vie sont pourtant de nature protéiforme. Poète, écrivain, ethnologue, Michel Léris est également cet immense intellectuel ayant côtoyé les plus grands artistes du XXe siècle, de Giacometti à Bacon, en passant par Picasso.
aussi en lui consacrant une exposition. C'est la traversée d'une époque que nous offre le centre Pompidou-Metz à travers le regard d'un homme résolument moderne. Il a croisé des champs complètement différents. Ça a été le premier du XXe siècle à avoir systématiquement brouillé les pistes, décloisonné les champs, et il a fait à la fois une œuvre d'ethnologue, d'autobiographe et de grand écrivain d'art. Ça a été le premier écrivain surréaliste à faire de l'ethnologie. Ça a été le premier ethnologue aussi à être à ce point-là proche des artistes. Donc c'est un œil absolument, singulier qui est qui est déployé là dans cette exposition. L'Afrique, Haïti, la Chine, Cuba. Michel Léris est également un voyageur empreint de liberté, de jugement et de regard, des étapes vécues comme autant de passages à l'âge d'homme. Toute sa quête a été une suite de rites d'initiation en fait. À chaque fois, chaque expérience, chaque nouveau terrain d'exploration a été une nouvelle approche et une nouvelle découverte. Et parmi elles, celle de Francis Bacon en 1965, qu'il sera le premier à introduire en France. Bacon disait que jamais quelqu'un avait écrit aussi bien sur sa peinture que Léris. Mais au-delà de la peinture, c'est aussi les hommes, les hommes qui les intéressaient. C'est-à-dire c'est l'homme Bacon, l'homme Picasso, etc., dans leur humanité, dans leur trivialité, dans le quotidien. Francis Bacon, André Masson, son mentor, Alberto Giacometti et tant d'autres qui gravitent autour de lui comme une famille. Des amis avec lesquels il tisse des passerelles entre poésie, peinture et ethnographie, ou avec lesquels il partage des passions, comme celle pour la tauromachie. Il y voit vraiment une métaphore à la fois de l'érotisme, de l'art, de ce combat entre l'homme et la bête, l'animal, de ce passage féminin-masculin. Il y voit aussi une métaphore de l'art, de la création. Il dira de Masson et de Picasso que, armés de leurs pinceaux, ils sont comme un matador avec son épée, que c'est un petit peu le même engagement pour un artiste, des artistes qui doivent donner jusqu'à toute leur goutte de leur sang et toute leur vie, qui s'engagent dans leur art. C'est simplement qu'il avait un regard peut-être, qui n'était pas un regard d'historien de l'art sur l'art qui se faisait autour de lui. Il était dans cet art qui se faisait. Je crois qu'il trouvait en Léris l'écrivain idéal qui comprenait le mieux leur art et leur personnalité. Michel Léris, probablement l'unique écrivain à pouvoir réunir autant d'œuvres et chefs-d'œuvre autour de lui. 350 ici pour un parcours unique, celui d'un homme qui toute sa vie s'est intéressé à l'être, a cherché à sortir de lui-même pour se trouver. Michel Léris, un nom et une exposition qui désormais pourrait bien, vous aussi, vous mettre en transe. Pierre, cailloux et quad. Voilà le menu que proposait le Motoclub de Saint-Mihiel pour Pâques. Les pilotes chevauchant leur monture à 4 ou 2 roues ont gravi les obstacles dressés à Saint-Mihiel pour ce 76e championnat de France de quad élite. Cette grande piste internationale a la particularité d'offrir au public un grand champ de vision totalement dégagé. Ce circuit est d'ailleurs l'un des rares de l'Est de la France où les spectateurs peuvent voir l'intégralité de la course. Revivons l'ouverture de la saison 2015 avec Maï-Lorraine. Le premier motocross était en 1963, donc c'est le 76e aujourd'hui. On était jeunes et puis on a voulu faire de la moto et quelqu'un nous a rassemblés. Puis voilà, de fil en aiguille, on a créé le club. Je suis président et depuis bientôt 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de motocross de Saint-Mihiel où a lieu une compétition de motocross, championnat de France Alsace-Lorraine. C'est l'ouverture des 2 championnats. Plein de pilotes et plein de public. La préparation pour une épreuve comme ça met plus de 6 mois et on est à peu près 120 bénévoles aujourd'hui à œuvrer sur le circuit aujourd'hui. Et en temps normal, on est une dizaine, pratiquement 2 fois, 3 fois par semaine. Saint-Mihiel, c'est un circuit qui est très connu. La motocross, c'est une passion pour nous deux. Et puis voilà, on vient, sinon il fait beau aujourd'hui, on se fait plaisir. C'est la moto, c'est le bruit, c'est le contact. C'est vrai que c'est spectaculaire avec les sauts et tout. C'est surtout l'adrénaline des pilotes quand ils nous racontent un peu les moments qu'ils vivent dans les courses et puis les photos qu'on arrive à prendre parce qu'il y a toujours de belles choses à regarder. Le circuit, les pilotes l'adorent parce qu'il est technique, physique
et on s'y prend vraiment du plaisir. Ça a évolué énormément parce qu'au début c'était un tout petit circuit de rien du tout et avec plein d'arbres, la carrière, on a tout creusé de façon à faire une grande piste internationale et que le public puisse voir au moins tout le circuit parce que c'est un des seuls circuits dans l'Est de la France où on voit l'intégralité de la course. C'est un beau circuit, la terre elle est pas mal. Traduire physiquement, se défonce assez vite. Donc c'est pour ça qu'il me manque un peu de physique à cause de ça. Je me suis pas trop entraîné. Le club a réussi à bien préparer le terrain. Ça fait plaisir d'avoir des courses en Lorraine, pas loin de chez nous. En Lorraine, c'est un championnat qui est fait sur 17 épreuves avec l'Alsace, puisqu'on est ensemble. Donc à chaque fois, c'est une accumulation de points. Et à la fin, c'est un classement à la fin de l'année. Celui qui a fait le plus de points est premier, ainsi de suite jusqu'au dernier. Et on se quitte avec ces belles images de sport. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.